Nos invités ce soir, Younes Belfella, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes enseignant-chercheur à Paris 8 et directeur du think tank MedFocus, spécialiste du Moyen-Orient. Avec nous également le général Dominique Delors, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien chef du Centre opérationnel interarmé. Et Michel Derzanski, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste spécialiste des questions internationales. On va revenir sur la situation au Liban, sur le terrain, on va en parler largement. Mais d'abord, je voudrais qu'on écoute les déclarations à ce propos du président de la République, Emmanuel Macron, à l'ONU tout à l'heure. Mes pensées fraternelles vont au Liban et au peuple libanais. Le Hezbollah prend depuis trop longtemps le risque insoutenable d'entraîner le Liban dans la guerre. Israël, quant à lui, ne peut sans conséquence étendre ses opérations au Liban. La France exige le respect par chacun de ses obligations le long de la ligne bleue. Nous agirons donc pour faire émerger une voie diplomatique indispensable afin d'épargner les populations civiles et empêcher une explosion régionale. Il ne doit pas, il ne peut pas y avoir de guerre au Liban. Younes Belfella, les mots d'Emmanuel Macron ont-ils une quelconque importance sur la scène internationale sur ce sujet, le sujet du Liban? Face à l'indifférence et l'impuissance des instances internationales, on le voit clairement depuis le début de cette guerre, depuis le 7 octobre dernier. Il y a une impuissance des instances internationales et de la diplomatie internationale face à tout ce qui se passe. Je crois qu'une déclaration du président français va dans le sens de chercher une solution, certes. La France, elle a des intérêts par rapport au Liban. Elle s'intéresse beaucoup à ce pays, des liens historiques qui datent depuis un bon moment. Il y a un envoyé même spécial du président au Liban, qui est M. Le Drian, qui a travaillé en tant que ministre de Défense et ministre des Affaires étrangères. Je crois que l'objectif, ça sera d'éviter l'escalade, l'embrasement dans la région. Mais malheureusement, je crois qu'on a déjà dépassé ce statut-là de chercher une solution d'escalade. Parce que là, franchement, on est en train de glisser doucement mais sûrement vers une guerre totale, vers un embrasement total dans la région. Ce qui se passe actuellement au Liban, certes, c'est qu'il y a une volonté, une offensive israélienne de lutter contre le Hezbollah et de créer un corridor dans le sud de Liban, fleuve de Litanie, pour sécuriser le nord d'Israël. Hezbollah, depuis le 7 octobre, il a inventé un principe qu'il appelle le front de soutien par rapport à ce qui se passe à l'avant de Gaza. Parce qu'il sait parfaitement, c'est son principe, c'est qu'une fois Israël elle va terminer le boulot à Gaza, elle va lancer une autre offensive au Liban. Maintenant, face à toute cette situation, je peux dire clairement que les acteurs principaux de ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient, c'est pas le Hezbollah ni le Hamas d'ailleurs. On a besoin d'un grand deal, un grand accord entre les États-Unis d'Amérique et l'Iran pour qu'on puisse arriver à une solution de stabilité et de sécurité dans le Moyen-Orient. Sinon, tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est un embrasement. Alors, je ne serais pas surpris d'avoir d'autres fronts dans les prochains jours. Je pense à la Cisjordanie, par exemple, ou d'autres conséquences dans la région. On va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à cet accord entre les États-Unis et l'Iran. Mais d'abord, dans l'escalade de la violence de ces derniers jours, ce qu'il y a de nouveau, si j'ose dire aujourd'hui, c'est que l'armée israélienne pourrait faire une offensive terrestre au Liban. Est-ce que ça vous semble être la suite logique et dans quel but militaire ? Vous savez, c'est très vraisemblable. D'abord, souvenez-vous qu'au moment de Gaza, au début du mois d'octobre, il y a eu une campagne aérienne assez longue de plusieurs semaines. Et on disait que Tsahal ne rentrerait pas dans Gaza parce que c'était un piège. Mais ceux qui disaient ça se sont trompés. Après Gaza et le Liban, on n'est pas sur des Alors on n'est pas, mais si vous voulez, là on parle, il y a un côté politique, un côté cas particulier de l'action du Hamas, l'action terroriste du Hamas du 7 octobre. Mais en termes de stratégie, puisque c'est un peu la question que vous voulez me poser, il y a cette campagne aérienne qui peut être le prélude à une opération terrestre. D'ailleurs, le chef d'état-major israélien l'a dit aujourd'hui à ses hommes, que l'intervention terrestre était possible. Il fallait qu'il se prépare. Alors, elle est prête, en fait. Elle est prête. Elle n'est pas décidée. En tout cas, elle n'est pas décidée. Quel est le but militaire ? Parce que l'armée israélienne ne va pas éradiquer le Hezbollah. Non, elle ne va pas l'éradiquer. Mais vous savez, elle a l'habitude de rentrer au Liban. Elle est rentrée plusieurs fois. La première fois en 1978, qui a amené la création, parce que le Conseil de sécurité, pour une fois d'accord,
a mis en place la force intérimaire des Nations Unies au Liban. Ça, c'est la première action. 2 ans après, ils sont revenus et ils ont été jusqu'à Beyrouth. Donc, Tsahal a encerclé Beyrouth et ça a amené la création d'une force multinationale avec les Américains et les Français, notamment, mais principalement, avec les suites et conséquences que l'on sait, et les attentats. Et puis, à d'autres occasions, Israël est rentré la dernière fois d'une manière plus légère, en tout cas par les résultats sur le terrain, en 2006. Ça veut dire qu'il a l'habitude de rentrer. Alors, le but de guerre, vous savez, les buts de guerre, ils ont été énoncés par Netanyahou. Ensuite, il y a la capacité à les atteindre. Là, en ce qui concerne celui du Liban, c'est le retour des populations dans le nord d'Israël. Donc, c'est un but de guerre qu'il faut prendre au sérieux. C'est que c'est pas, ils vont pas attendre très, très longtemps sur ce point-là, parce qu'il en va aussi d'une certaine popularité du gouvernement israélien. Donc, oui, on peut estimer probable une entrée des forces terrestres au Liban. Cet objectif d'Israël, de Benyamin Netanyahou, il vous semble atteignable ? Je crois que je rejoindrai le propos des 2 interlocuteurs précédents. Juste pour dire, je ne suis plus journaliste, je suis enseignant à l'École supérieure de journalisme de Lille. Voilà, pour ne pas faire de confusion dans les professions. Je dirais qu'au vu de ce qui a été dit et de ce que l'on voit aujourd'hui, je crois qu'Israël aujourd'hui, depuis le 7 octobre, a plusieurs objectifs. 1, c'est sanctuariser ses frontières. Ils ne veulent plus revoir un 7 octobre à leurs frontières. 2, ils l'ont dit pour la question du Liban et du Hezbollah en particulier, et pas du Liban, c'est que vous avez à peu près, si on devait ramener ça à la France, ça serait une ville comme La Rochelle qui aujourd'hui a été déplacée du nord d'Israël vers l'intérieur du pays. Donc ça devient insupportable pour les Israéliens. Leur objectif, c'est de pouvoir ramener cette population. Et leur objectif en termes, je dirais, de droit international, c'était de faire appliquer l'accord de 2006, le 17.1, qui disait que le Hezbollah devait être en deçà du fleuve Litani pour ne pas pouvoir atteindre le nord d'Israël. Ça, c'est le cadre. Après, est-ce qu'Israël, aujourd'hui, a la volonté de rentrer au Liban, de s'installer et de faire comme dans les années 78 et 80 ? Je ne pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, ils ont la possibilité de le faire. On a vu que les séries d'actions qui ont été faites, et je parle sous l'autorité du général, me paraissent cohérentes d'un point de vue tactique et stratégique. Il y a eu l'annihilation de tout ce qui était communication. L'attaque des talkie-walkie et des exactement. Faire en sorte que les centres de commandement soient déstabilisés. Puis aujourd'hui, opération aérienne. Demain, amplification avec une opération terrestre limitée. Je crois que c'est cohérent d'un point de vue tactique et stratégique. Après, la question, c'est est-ce qu'Israël obtiendra, je dirais, son but, c'est-à-dire le fait que le Hezbollah recule. Je pense qu'il y a des voix qui, aujourd'hui, au Liban, se font entendre en disant « le combat du Hezbollah n'est pas notre combat. Aujourd'hui, nous sommes pris en otage. » Alors peut-être que la clé, en fin de compte, diplomatique internationale, elle est effectivement dans la main des Américains. Et que l'autre clé locale, elle est aussi prise dans la volonté, peut-être aujourd'hui, d'une affirmation politique au Liban. Il faut rappeler que au Liban, aujourd'hui, il n'y a plus de gouvernement. Il y a une économie exempte. Il y a une vie qui est au jour le jour, je dirais, très paupérisée. Et qu'aujourd'hui, toutes les populations qui vivent au Liban ne veulent qu'une chose, c'est prospérer. Donc quand elles voient aujourd'hui le Hezbollah faire ce qu'il fait, ça ne va pas dans ce sens-là. Et qu'aujourd'hui, il y a des voix qui se lèvent, en ce sens, c'est une chose. Et enfin, sur ce qui est de l'Iran, et de ce que vous avez dit sur l'Iran, je pense qu'effectivement, une des clés diplomatiques, ce serait une résolution qui ferait qu'à la table de négociation se retrouveraient et l'Iran et les États-Unis. Sauf qu'on voit une chose, lorsque le responsable du Hamas a été tué à Téhéran, l'Iran n'est pas intervenu sur Israël. Ils n'ont pas refait ce qu'ils ont fait le 13 et le 14 avril. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont opprimé la société iranienne. Il faut rappeler que le lendemain de cet assassinat, Mahdi Najah, qui est la littéraire et qui a eu le prix Nobel de la paix en Iran, a été mise en prison le lendemain, a été tabassée, et qu'aujourd'hui c'est la société iranienne qui est tabassée. Ce qui prouve que l'Iran n'est pas prête tout de suite à rentrer dans le jeu. Elle joue avec ses proxys. Puisqu'on parle de l'Iran, on disait que le Hezbollah avait été
un peu en tout cas affaiblis par les attaques d'Israël. Déstabilisés au moins. Déstabilisés au moins. Je voudrais qu'on écoute le guide suprême, Ali Khamenei, qui parlait de ça aujourd'hui. Certains des meilleurs et des plus précieux éléments du Hezbollah sont tombés en martyrs, ce qui a sans aucun doute causé des dommages au Hezbollah. Mais ce n'est pas cela qui pourrait mettre le groupe à genoux. La force organisationnelle et humaine du Hezbollah vaut bien plus que cela. Son autorité, ses capacités, sa puissance ne peuvent pas être sérieusement affectées par la perte de ces martyrs. Jusqu'à aujourd'hui, la victoire a été du côté de la résistance palestinienne et du Hezbollah. La victoire finale dans cette bataille appartiendra au front de résistance et au Hezbollah. D'un point de vue stratégique, toucher, tuer des chefs du Hezbollah, comme le fait Israël, est-ce que ça a un intérêt ou est-ce que, mais les têtes repoussent finalement toujours ? Moi, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour les Iraniens, le Hezbollah, c'est un proxy, c'est une filiale au Liban. Il a fait un excellent travail pour les Iraniens dans les dernières années, au moins en matière d'influence. Maintenant, certes, les attaques ciblées ont touché ce qu'on appelle la force Ar-Radwan, qui est l'unité d'élite du Hezbollah, mais ça ne veut pas dire la fin du Hezbollah. Il y a toujours de l'armement, il y a des conseillers iraniens militaires qui sont toujours présents. Des attaques ciblées. Il y a beaucoup d'hommes. Il y a beaucoup d'hommes, mais les attaques ciblées de cette manière, c'est-à-dire toucher les N-2, les N-1 dans la hiérarchie de Hezbollah, certes, c'est des attaques bénéfiques. Mais moi, je ne crois pas qu'Israël va aller vers une opération terrestre parce qu'une opération terrestre va servir le Hezbollah. Il va reprendre la légitimité de ce qu'il dit, c'est-à-dire un résistant. Et donc, c'est un petit peu ce qu'il a perdu dans les années 2000, avec toute la différence de ce qui s'était passé en 2006. Je signale que en 2006, il y avait une grande division dans la société libanaise après l'assassinat de Rafiq al-Hariri, le Premier ministre. Il y avait à côté la Syrie qui était plus forte qu'aujourd'hui. Elle a bien évidemment constitué également un soutien pour le Hezbollah. Et en même temps, ce n'était pas la même force de Hezbollah qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on arrive à voir, au moins sur le plan militaire, que le Hezbollah a des missiles et des roquettes qui peuvent arriver jusqu'au Tel Aviv. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Et même en termes de nombre d'hommes, si on compare les hommes du Hezbollah et l'armée régulière libanaise, c'est pas si éloigné que ça. C'est pas la même chose. Maintenant, pour qu'on puisse parler un petit peu diplomatiquement, c'est que je crois qu'on a quand même face à cette guerre depuis le 7 octobre, il y a l'impunité de M. Benjamin Netanyahou, qui avait même un mandat d'arrêt par la Cour internationale de justice, qui continue toujours son comportement, au moins pour dire violent, par rapport à ce qui se passe dans le Moyen-Orient. Les États-Unis d'Amérique ont donné un feu vert. On entend même un laisser-faire, surtout qu'il y a des élections américaines. Ça, je crois qu'il y a dans 40 jours à peu près. En même temps, des pays arabes qui donnent un silence, voire même un soutien caché vers Israël. Je parle principalement des pays de Golfe et qui ont un grand intérêt de se débarrasser de Hezbollah et de tous les proxys de l'Iran dans la région. Donc face à cela, je crois que ce qui manque en quelque sorte, c'est cette voie de raison, cette rationalité qui est capable à opérationnaliser les mécanismes de dialogue, parce que oui, il y a un dialogue américain et iranien qui date depuis quelques mois, mais on est quand même très loin d'avoir un accord. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme accord ? Sur quelle base de négociation entre l'Iran et les États-Unis ? Quels sont les enjeux pour les deux puissances ? La première chose, c'est que chaque partie ait envie de discuter. Et donc, un accord est possible. Il y en a eu. J'ai cité celui de 1978, et puis ensuite en 2000 et en 2006 d'une certaine façon. Donc, il faut que chaque partie soit d'accord. Et en plus, que les grands parrains participent d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire, les grands parrains, on a cité les États-Unis, l'Iran. La France n'a plus les moyens de peut-être d'il y a 50 ans. Donc, c'est un peu différent. Et surtout que le monde a changé entre-temps. Donc, il faut qu'il y ait chaque partie. Si vous avez une ou deux... Bon, ils ne veulent pas, selon moi. Parce que je comprends, ils ne veulent pas discuter. Ils ne veulent pas, donc on continue à se battre. Vous savez, la dialectique de la guerre, c'est ça. On continue à se battre, mais c'est ce que vous disiez aussi tout à l'heure, c'est que l'Iran n'a pas envie d'aller dans ce conflit. Elle reste quand même un petit peu en retrait. Donc, pourquoi est-ce que le Hezbollah... comment dire ça simplement, continue à tirer des roquettes sur Israël et en même temps l'Iran derrière ne veut pas aller plus loin. Quel est l'intérêt de tout cela ?
C'est pas qu'il y a des intérêts, c'est qu'il y a tout simplement aujourd'hui l'appareil du Hezbollah a quand même été déstabilisé, même si, comme vous avez eu cette expression entre parenthèses, les têtes repoussent, ça fait une déstabilisation quand même en termes de commandement, en termes opérationnels. Alors c'est quand même un système pyramidal, hein, c'est pas un système politique. Oui. Le changement, quand il y a des têtes politiques qui disparaissent de manière directe ou indirecte. Mais au niveau de la communication... Au niveau de la communication, c'est exact. Mais ils ne communiquent pas énormément, à part leur grand patron, qui est le seul à s'exprimer. Le reste, pour l'organisation militaire du Hezbollah, le fait de supprimer quelqu'un, ça facilite le jeu normal de l'avancement, comme on dit dans les armées. Oui, mais pardon, je voudrais revenir vraiment sur le rôle de l'Iran et des États-Unis dans cette crise, dans cette guerre. Pourquoi est-ce qu'ils ne discutent pas et pourquoi est-ce que l'Iran reste dans cette position d'attaque, mais pas tant que ça? Ils sont des bons négociateurs, ils sont en train de négocier. De négocier quoi? Bien évidemment, ce qui se passe depuis quelques mois, c'est qu'ils ont réussi à contourner les sanctions d'une manière ou d'une autre. Et les États-Unis ferment les yeux sur le trafic de pétrole et du gaz iranien. Deuxièmement, il y avait un changement dans la présidence iranien pour avoir quelqu'un qui se montre comme étant réformateur. Il a lancé même une interview avec la CNN il y a quelques jours qui montre qu'il veut faire un dialogue avec l'Occident. Et ils sont en train de négocier avec les cartes dont ils disposent. C'est-à-dire le Hezbollah, c'est une carte pour l'Iran, comme les autres cartes qui existent au Yémen, en Irak, en Syrie. Donc pour le moment, je crois il y a une volonté des Iraniens de faire un dialogue avec les Américains, sans oublier que quand même, au niveau militaire et économique, l'Iran est très dépendant de la Russie et de la Chine. Et ça, c'est un facteur qu'on ne doit pas négliger. Et un deuxième point, c'est que jusqu'aujourd'hui, on n'a pas de vision par rapport à la stratégie américaine. Bon, je ne suis pas quelqu'un qui va dire c'est plutôt fan des démocrates que des républicains. Au moins, pour les Européens, c'est la même chose. Au Moyen-Orient, on sait parfaitement, parfois les démocrates sont catastrophiques que les républicains, on l'a vu avec Barack Obama. Donc forcément, on ne sait pas ce qui se passe actuellement. Ouais. Ce que j'ai dit tout à l'heure sur Benjamin Netanyahu, c'est qu'il essaye de réussir une stratégie très intéressante, c'est d'imposer un scénario à la nouvelle administration américaine et d'accepter qu'Israël veut bien sécuriser ses frontières et se débarrasser de ce qui se passe dans la région pour préparer le terrain par la suite pour des accords de paix avec les pays de Golfe, notamment l'Arabie Saoudite. Je voudrais qu'on parle rapidement de l'Ukraine aussi, parce qu'il en a été question. Ce soir, le président de la République, Emmanuel Macron, a parlé du rôle de l'ONU sur cette question précisément. On va l'écouter. C'est donc bien notre intérêt commun, l'intérêt commun des nations, que l'Ukraine soit restaurée au plus vite dans ses droits légitimes et qu'une paix juste et durable soit bâtie. La France continuera de faire tout ce qui est en son pouvoir pour que l'Ukraine tienne bon, se mettre hors de danger et obtienne justice. Elle continuera de lui fournir des équipements indispensables à sa défense et avec ses alliés et partenaires les plus proches, la France soutiendra la remarquable résistance du peuple ukrainien et s'engagera pour qu'il obtienne une sécurité durable. Donc voilà ce qu'il a dit sur l'Ukraine. Il s'est aussi exprimé sur le rôle de l'ONU, du Conseil de sécurité de l'ONU plus précisément. Nous aurons un Conseil de sécurité qui est bloqué, je dirais, de manière réciproque selon les intérêts par les uns et les autres, on aura du mal à avancer. Est-ce qu'il y a un meilleur système? Je ne le crois pas. Et donc rendons simplement ces Nations Unies plus efficaces, d'abord en les rendant peut-être plus représentatifs. C'est pourquoi la France, et je le redis ici, est favorable à ce que le Conseil de sécurité soit élargi. L'Allemagne, le Japon, l'Inde, le Brésil devraient en être des membres permanents, de même que 2 pays que l'Afrique désignerait pour la représenter. Voilà, réformer le Conseil de sécurité de l'ONU. Bon, évidemment, il veut dire que la Russie a son droit de veto et que ça ne peut pas fonctionner quand on est en guerre contre Poutine. Ça restera pareil. Le Conseil de sécurité pareil. Avec les mêmes droits. On aura toujours 2 nations qui pourront bloquer la Chine et la Russie comme ils le voudront, avec leur veto. Donc l'idée d'élargissement est une idée généreuse dans le cadre de la mondialisation. Là, actuellement, on a quitté ce monde de la mondialisation. On revient avec des antagonismes très forts et une forme de grands ensembles qui se redécident à nouveau, qui sont antagonistes. Donc l'idée de l'élargissement, aussi généreuse qu'elle puisse être, ne convient plus exactement. Pour revenir à un Conseil de sécurité qui a un véritable poids, il faudrait
Ça serait vraiment un miracle exceptionnel que les grandes nations, les 5 premières, au moins 5 en tant que membres du Conseil de sécurité, soient d'accord sur quelque chose. Or là, sur le nouvel ordre mondial, puisque l'ordre mondial est remis en cause, c'est pas du tout ça. Je crois que le veto, il est utilisé par tous les membres de Conseil de sécurité. Les États-Unis l'ont utilisé 56 fois pour protéger Israël. La Russie l'a utilisé 2 fois pour protéger le régime de Bachar al-Assad. On est quand même face à une crise mondiale. Je comprends les mots du président sur le fait qu'il y ait une volonté d'élargir, voire intégrer ce qu'on appelle, au moins médiatiquement, les pays du Sud global dans le Conseil de sécurité. Mais le problème, ce n'est pas le veto, parce que depuis la création des Nations Unies, il y a toujours un veto. Le problème, c'est les mécanismes de résolution de conflits et la capacité de l'ONU à s'imposer face aux autres puissances. Vous savez, là maintenant... C'est-à-dire qu'ils sont complètement impuissants d'imposer des décisions. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la Cour internationale de justice, elle a fait des mandats d'arrêt contre des membres de Hamas et contre des membres du gouvernement israélien. Rien n'a été fait. Le Liban, il est frappé, sachant bien qu'il y a des casques bleus au Liban, dans le site de Liban, qui sont normalement censés de protéger, de garder la sécurité et la paix entre Israël et le Liban, et il y a une guerre. Donc forcément, le grand problème actuellement, c'est l'impuissance des Nations Unies à s'imposer face à ce comportement de guerre. Remarquez bien que depuis la guerre en Ukraine, c'est qu'on essaie de normaliser avec le comportement de guerre. On glisse doucement vers une guerre totale, sans aucune résolution, sans aucun effort diplomatique pour trouver une solution. Et donc là, ce qui se passe actuellement dans la guerre à Gaza, c'est pour cette raison que je n'arrive pas, par exemple, sur le Moyen-Orient, je ne peux pas dire à quel terme ça sera la fin de cette guerre. Au contraire, je vois plus... Personne n'arrête personne. Non, je vois même des scénarios d'embrasement et d'escalade et d'expansion de la guerre plutôt que à des efforts d'arrêt de guerre. Il ne faut pas oublier qu'il y avait des négociations, par exemple, avec les médiateurs égyptiens et qataris pour chercher une solution entre le Hamas et les Israéliens. Et on ne parle plus de ça. Non. On ne parle plus des otages israéliens. Non. Donc, il y a un grand changement dans le monde. C'est-à-dire, on est en train de normaliser avec l'état de guerre. Et comme c'était déclenché en Ukraine, elle est déclenchée maintenant au Moyen-Orient, il faut attendre l'autre épisode. Donc voilà, donc c'est un petit peu très inquiétant, malheureusement. Oui, un dernier mot rapidement. Non, juste pour rappeler que... ce qui compte aujourd'hui, ce sont les rapports de force. Ce qui se réinstaure aujourd'hui, au-delà du veto, ce sont les rapports de force. C'est pour ça que les Américains ont envoyé la 6e flotte en Méditerranée orientale pour dire à Téhéran « don't ». C'est pour ça que Biden a expliqué aux Russes qu'eux aussi, ils étaient prêts à utiliser l'arme atomique si les Russes utiliseraient d'un point de vue tactique l'arme atomique. Aujourd'hui, on est dans des rapports de force. Et puis ce qu'il y a aussi, c'est qu'on est sur un agenda qui est très particulier, qui est qu'on attend l'élection américaine, qu'on ne sait pas ce qu'il sortira de cette élection américaine. Est-ce que ce sera Kamala Harris ou est-ce que ce sera demain Donald Trump? De la même manière qu'on a un calendrier français qui, dans la puissance française à l'ONU et dans l'expression européenne, de cette volonté d'apporter une autonomie de défense européenne, d'avoir un poids à l'Union européenne. Quand on voit les difficultés, je dirais, nationales de la France aujourd'hui, on voit bien que lorsque le président de la République va à l'ONU et porte cette parole, il y va aussi avec ses faiblesses intérieures. Et donc, c'est très difficile de faire entendre cela. Mais encore une fois, aujourd'hui, le rapport de force, il est là. C'est-à-dire qu'on a basculé aujourd'hui dans un monde où, effectivement, on revient plus vers un monde westphalien que celui de 1945 avec l'ONU. Il faut juste rappeler une dernière chose. Oui. Lorsque l'ONU a été conçue, en 1945, la plupart des pays qui étaient au cœur de l'ONU étaient des pays démocratiques. Aujourd'hui, sur 193 sauf pays... l'Union soviétique. Sauf l'Union soviétique. Et c'était que des vainqueurs. C'est les vainqueurs que les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. On est d'accord, mais aujourd'hui, 193 pays, à peine 40 démocraties. Oui. C'est très compliqué. Merci. Merci beaucoup d'avoir participé à cette discussion ce soir.